Jak to się stało, że w ogóle pan profesor zainteresował się tematyką rewolucji francuskiej, a w szczególności masowego ludobójstwa w Vendée? C'est vraiment une question d'une rencontre entre un professeur qui est un malgré nous d'ailleurs, c'est-à-dire c'est un Alsacien qui a été requis par les armées allemandes et qui a servi l'armée allemande jusqu'à ce qu'il s'enfuit sur le front de l'Est, qu'il s'est retrouvé chez les Soviétiques, puis après il s'est retrouvé chez les Américains, les Anglais, pour terminer comme sergent-chef de l'armée française. Et après la guerre, il a été nommé professeur dans un lycée à côté, au sud de la Bretagne, à Nantes. Et là, comme il s'est spécialisé sur l'étude de la noblesse bretonne, il a comme ça été voir les châtelains pour essayer d'avoir des documents. Il est tombé dans un tout petit village qui s'appelle la Chapelle-Basse-Mer. Et au sein de cette commune, il y avait un château qui avait de très beaux documents relatifs à la noblesse. Et en parlant avec les châtelains, il s'est rendu compte que, alors que nous sommes en Bretagne historique, il ne voulait pas être breton, il ne s'identifiait pas comme breton, mais en même temps, comme il était dans le cadre de la Vendée militaire, il ne s'identifiait pas comme vendéen. Et pour lui, c'était une énigme. Et il s'était promis, une fois qu'il aurait été directeur de thèse, de solliciter un étudiant pour répondre à cette double énigme. Et le hasard a fait que j'ai été un de ses élèves, qu'il m'a identifié comme étant de ce village, et il m'a demandé de faire ce travail. Alors c'était un travail assez compliqué, pour deux raisons. La première, parce qu'il n'y avait eu aucun travail universitaire de fait sur la Vendée entre les événements, c'est-à-dire 1794 et jusqu'à cette date, c'est-à-dire 1980 en gros. Et donc comme il n'y avait pas eu d'études universitaires, et les membres, les titulaires de la chaire de la Révolution française expliquaient qu'on ne pouvait pas faire d'études parce qu'il n'y avait pas de documents. Donc la première mission qui a été la mienne a été de vérifier s'il y avait une documentation. Et en fait, cette documentation était pléthorique. Et donc j'ai fait un travail avant tout de reconstitution, de documentation. Alors une fois qu'on a fait la démonstration qu'il existait une documentation, il y avait deux méthodes possibles. Soit je travaillais l'ensemble de la Vendée militaire, soit je faisais un carottage au sens scientifique du terme, c'est-à-dire que je choisissais une paroisse commune pour l'étudier à fond. On a opté pour ce choix, c'est-à-dire qu'on a fait l'étude d'un village, qui était mon village natal, la Chapelle-Basse-Mer, pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Et là, en parlant avec les gens, il y avait un souvenir tenace qui disait, entre autres, que l'armée française était venue 2 jours, les 10 et 17 mars 1794, qu'elle avait massacré massivement la population, et notamment les femmes et les enfants, et qu'elle avait détruit un maximum de maisons, et même certains disaient qu'il y avait eu tout le village de détruit, le bourg central. En fait, j'ai découvert tout à fait par hasard 2 documents qui allaient bouleverser la science par rapport à la connaissance de la Vendée. Premier document, c'est un document rédigé par le prêtre clandestin qui s'appelle le recteur Pierre-Marie Robin, qui avait enregistré scrupuleusement tous les morts et notamment les conditions des massacres. Et c'est ainsi qu'on a découvert que majoritairement c'était les femmes, les enfants et les vieillards qui avaient été massacrés, et deuxièmement les conditions atroces du massacre. Entre autres qu'on avait éventré les femmes enceintes, qu'on avait mis les gens dans des maisons pour les brûler, etc. Puis la deuxième documentation que je vais trouver, c'est la liste de l'habitat détruit. Ce document est un document clé, parce que c'est un document d'origine administrative, rédigé par les services de l'empereur Napoléon Ier, et en même temps, comme nous disposions localement du cadastre, et qu'en même temps, c'était mon arrière-grand-père, le notaire du lieu, qui avait fait toutes les évaluations, nous avions 3 chiffres. Premièrement, le nombre de maisons détruites, le nombre de maisons existantes,
et la valorisation à la fois de l'habitat détruit et de l'habitat existant. Et on s'aperçoit de quoi? Que sur 962 maisons, plus de 362 ont été détruites, mais que ces 362 maisons correspondent à 51% de la valeur immobilière et que, comme disait la tradition, c'était majoritairement le village, les bourgs qui avaient été anéantis. Et donc ça, c'est une révolution dans cette connaissance. Et dans la deuxième partie, on va essayer de réfléchir qui a fait ça, pourquoi et comment. Une fois qu'on avait ce résultat, c'est-à-dire extrêmement précis au niveau d'un village, il s'agissait d'extrapoler la méthode pour établir les bilans sur l'ensemble de la Vendée militaire, ce que j'ai fait. Par rapport au nombre d'habitants en Vendée militaire, 815 000, on s'aperçoit qu'il y a 117 000 personnes qui ont disparu au minimum. Mais à chaque fois qu'on fait des carottages, des sondages dans les paroisses ici et là, on a toujours la même convergence. Ce sont majoritairement des femmes, des enfants et des vieillards qui ont été exterminés. Au niveau de l'immobilier, on avait l'intégralité des dossiers d'indemnisation pour la Loire-Atlantique, c'est-à-dire le quart de la Vendée militaire, l'intégralité de l'indemnisation pour le département des Deux-Sèvres, un autre quart. Nous n'avions que 2/5 par rapport à la Vendée et malheureusement on n'avait rien par rapport au département du Maine-et-Loire. Mais en fait, partout ça donnait les mêmes résultats. Alors, une fois qu'on a ça, la question qu'on se pose est la suivante. Qui a fait ça? Et la réponse, elle est très simple. C'est l'armée française. Donc l'armée française qui va servir à exterminer une partie de la population dont elle doit assurer la défense. C'est curieux. Donc, la deuxième question qu'on se pose, qui a donné les ordres? Et on s'aperçoit qu'il y a toute une hiérarchie d'ordres, le premier ordre étant donné, bien entendu, par le ministre de la Guerre, qui lui-même va s'appuyer par les ordres reçus de l'Assemblée nationale, la Convention. Et là, lorsqu'on remonte, on s'aperçoit que l'Assemblée nationale, la Convention, a voté des lois d'extermination et d'anéantissement. Et là, on va découvrir qu'il y a 3 lois d'extermination et d'anéantissement. Ces lois, c'est le 1er août 1793, 1er octobre 1793 et 7 novembre. Grosso modo, on ne va pas épiloguer sur les lois, il s'agit de donner les moyens à l'armée française d'exterminer tous les habitants et d'anéantir leurs biens. Alors, lorsqu'on voit ça, évidemment, dans la logique de l'ordre, on se pose la question de l'origine de l'ordre. Et on va avoir la réponse quelques années plus tard, plus exactement il y a 3 ans. On va découvrir le dossier original rédigé par les membres du comité de salut public lui-même, c'est-à-dire Robespierre, Carnot, Barrère, etc., qui, dès le 26 juillet 1793, ont mis sur papier, en conscience partagée, à la fois les finalités et les moyens. En fait, contrairement à ce qu'on avait pu croire, il n'y avait pas un plan d'extermination, mais 4 plans d'extermination, et des plans que l'on peut retrouver de manière chronologique. Le premier plan date du 26 juillet 1793 pour s'achever le 11 novembre 1793. C'est un plan précis. Il s'agit de prendre en tenaille les Vendéens, de les massacrer et de noyer le reste à la fois dans le fleuve la Loire et dans l'océan Atlantique. Ça, c'est le premier plan. Mais on n'a pas pu le mettre à terme à ce plan parce que les Vendéens traversent la Loire. Et comme on ne sait pas où ils vont aller, on décide au plus haut niveau, c'est-à-dire le comité de salut public, de mettre en œuvre un deuxième plan dont la finalité est toujours la même intentionnalité, c'est-à-dire l'extermination, et d'utiliser sous forme de masse l'armée. Et d'ailleurs, ça va donner un résultat définitif sur la rive droite de la Loire, puisque tous les Vendéens réfugiés sur la rive droite vont être exterminés. Et on va passer à un troisième plan pour régler le problème des Vendéens sur la rive gauche,
Ce plan date du 21 janvier 1794. C'est le plan dit Turreau, qui est très connu, qui s'appuie sur 3 structures. Les colonnes infernales, une flottille sur la Loire et un comité de subsistance. Turreau écrit tout. Il écrit tout pour avoir l'aval des membres du comité de salut public. Et dans une lettre officielle dont on a l'original, qu'on a retrouvé, il explique ce qu'est son plan. C'est l'utilisation de colonnes mobiles avec comme finalité d'éradiquer la race impure des Vendéens sur le territoire de la Vendée. Très rapidement, le comité de salut public va se rendre compte que ce plan est inefficace pour 2 raisons. La première, parce qu'on ne tue pas tout le monde, et deuxièmement, parce que les Vendéens se défendent. Donc ils vont créer eux-mêmes un 4e plan qui date du 13 mai 1794, qui va être un mixage entre le plan masse dans le cadre qui a été rédigé dans le cadre du 2e plan et le plan Turreau, c'est-à-dire l'utilisation de colonnes mobiles. En fait, on va faire des camps de retranchement à travers la Vendée militaire, d'où partiront des colonnes infernales. Et en fait, c'est ça qui va donner les grands massacres que nous connaissons. Alors, le problème, c'est de savoir comment exterminer les gens. Ils sont nombreux, ils se défendent, et on ne maîtrise pas tellement l'industrie de la mort, contrairement à Lénine, Staline, Hitler par la suite. Donc, en la matière, tout est à inventer. Et en fait, je peux décomposer 2 grandes périodes pour la mise en œuvre du plan. La première période, elle commence relativement tôt, c'est ce que j'appelle la méthode scientiste. En fait, on va s'appuyer sur 3 grands moyens. Le premier moyen, c'est le gaz, c'est-à-dire qu'on décide de gazer la population. Deuxième moyen, ce sont les mines antipersonnelles. Et troisième moyen, c'est l'empoisonnement à grande échelle. Alors très tôt, on va se rendre compte qu'on n'est pas capable d'exploiter les idées. Bon, on n'a pas trouvé la solution du gaz. On la trouvera qu'au XXe siècle. Les mines antipersonnelles, c'est extrêmement ambigu quant à l'application. Et l'empoisonnement, c'est pareil. Donc on va mettre en œuvre ce que j'appelle un système pré-industriel. C'est-à-dire qu'on va utiliser des méthodes artisanales que l'on va utiliser à grande échelle. Et on va retenir pour ça 5 moyens. Premier moyen qui est connu universellement, c'est la décollation. Alors on connaît tous la décollation par la guillotine, mais il n'y a pas seulement cette forme de décollation. Il y a aussi le recours au couteau, à la baïonnette, au sabre, à l'hache. Le deuxième moyen, c'est l'éclatement des crânes à coups de crosse, à coups de massue, etc. Troisième moyen, ce sont les fusillades. Quatrième moyen, ce sont les noyades. Alors on connaît relativement bien les noyades maintenant, soit individuelles, soit par couple, soit par groupe, soit avec le recours d'une structure, soit c'est le cas par exemple de galiotes, on surcharge les galiotes de gens et on envoie couler au milieu du fleuve la Loire, soit on envoie les gens, comme on dit, en chapelet et ils se noient parce qu'ils sont tout simplement attachés. Donc l'addition de ces moyens va être généralisée tout au long de cette période. Évidemment, se pose le problème du financement de ces exécutions. C'est le problème qu'on a rencontré derrière ce qu'on appelle le rideau de fer, c'est-à-dire que les États socialistes ont soulevé cette question: qui doit payer les exécutions de masse? Cette question a été posée aux députés et aux responsables administratifs en charge de l'extermination des Vendéens. Et la réponse a été unanime. C'était aux exécutés de payer leur exécution. Alors comment payer? Le premier moyen évident, c'est l'impôt. Mais comme on ne lève plus l'impôt, on ne peut pas l'utiliser. Donc on va décider de faire payer individuellement aux gens leur exécution, en leur prenant leur argent, leurs bijoux, leurs vêtements que l'on vend, parce que le vêtement est rare à l'époque. Et d'ailleurs, on croit souvent que c'est une mesure de vexation de tuer le Vendéen nu. Non, c'est une mesure de sécurité financière. Et puis, bien entendu, il y a les cheveux, c'est le règne de la perruque.
Il y a les dents que l'on arrache pour les dentiers, il y a la peau que l'on fait tanner, il y a la graisse, on fait fondre les corps, etc., etc. Donc, autant d'horreurs commises dont la finalité est le paiement du grand massacre. Panie profesorze, najbardziej z pewnością wstrząsającym dla opinii publicznej efektem pańskiej pracy było właśnie to ujawnienie faktów, liczb, metod masowej masakry w Wandei, które no, współczesnym ludziom z pewnością kojarzą się z okropieństwami XX wieku, z masowymi mordami Stalina czy Hitlera. Ale przecież z pewnością zadają sobie wszyscy, którzy spotkają się z ujawnionymi przez pana profesora faktami, pytanie, dlaczego byli mordowani ci ludzie, w imię jakich idei ich zabijano. Lorsque mon travail a été publié en 1986, c'est-à-dire la veille de la commémoration du bicentenaire de la Révolution française, ça a été un véritable scandale parce qu'on voulait présenter en France une révolution purifiée de toute tâche. Et en fait, c'était le cancer de la Révolution française qui était dévoilé. Il y a eu un certain nombre de polémiques avancées ici et là, de contestations, mais les faits étaient têtus et surtout, j'ai pris la précaution de publier les documents. Je prends un exemple, on y est, par exemple, les tanneries de peau humaine, je les ai publiées, j'ai publié les documents. On y est les lois d'extermination, par exemple, j'ai publié les documents. Donc la publication des documents a fait que très rapidement, on a préféré faire silence par rapport à cette histoire et le bicentenaire de la Révolution n'a pas été commémoré comme il devait l'être, c'est-à-dire qu'on a tout résumé en une année parce que le gouvernement français de l'époque, c'est-à-dire le gouvernement de François Mitterrand, ne voulait pas prendre le risque de reconnaître évidemment l'extermination, le génocide des Vendéens. Mais au-delà du niveau officiel, ça a été une grande découverte pour les Vendéens, c'est-à-dire les héritiers des victimes, parce qu'ils ont découvert une histoire qu'ils n'imaginaient pas, puisqu'ils étaient toujours dans le mythe officiel de guerre civile. Donc il y a eu un énorme choc au sein de la population vendéenne qui a découvert la vérité sur cette histoire. Et donc la question qu'on devait se poser, pourquoi devant tant de faits objectifs, où il y a bien d'un côté des bourreaux et de l'autre côté des victimes, qui sont parfaitement identifiés. Comment cela se faisait-il que 200 ans plus tard, on ait cette inversion, c'est-à-dire que les bourreaux étaient devenus des victimes, des héros, et que les victimes étaient devenus des bourreaux. Donc c'est une question que le chercheur en sciences politiques doit se poser et trouver la réponse. En fait, tout a été pensé au moment de l'acte du génocide, c'est-à-dire au moment où la République française va massacrer les gens, on a mis en œuvre une manipulation de la mémoire. Et ça s'est fait au plus haut niveau de l'État. C'est comme chez vous avec Katyn, hein, où on a fait croire que c'était les nazis. Bien. Là, c'est la même chose. On a inversé les choses en faisant croire que c'était vraiment les Vendéens qui étaient à l'origine de cette guerre civile et de tous les massacres et que c'était eux qui avaient planté dans le dos de la République bonne et généreuse un poignard. Et en fait, l'idée de cet acte est due à Barère, qui est un des membres du comité de salut public, et à Robespierre. C'est-à-dire que on va créer de toutes pièces une double légende qui va s'imposer comme vérité historique. La première histoire,
c'est au moment où les Vendéens libèrent 5000 Bleus prisonniers, ils le libèrent, on va faire croire qu'ils ont été libérés par les républicains et maltraités, ce qui va justifier l'extermination. Et puis deuxièmement, on va leur demander à ces gens d'exterminer tous les témoins oculaires, et notamment les femmes et les enfants. Ça, c'est la première histoire. Et la deuxième histoire, c'est la fameuse histoire Barra, c'est-à-dire l'enfant qui officiellement serait mort parce qu'il aurait refusé de livrer les chevaux républicains aux Blancs. C'est une histoire fausse, une histoire inventée de toutes pièces. Et en fait, les historiens au XIXe siècle, et notamment le premier d'entre eux, Michelet, que tout le monde connaît, qui est le premier négationniste, le premier révisionniste de l'histoire contemporaine, va entretenir ce mythe qui va être repris par les titulaires de la chaire de la Révolution et de toutes les chaires relatives à cette Révolution française, ce qui donne évidemment le mythe que nous connaissons et cette inversion. Vous savez, l'histoire est extrêmement fragile et, comme je dis toujours, malheur aux vaincus. Et en fait, au-delà de la manipulation, les Vendéens n'ont jamais su la vérité, n'ont jamais compris ce qui leur était arrivé. Ils le comprennent simplement maintenant, c'est-à-dire 220 ans après, après la réalité des événements. Donc, les victimes n'ont jamais su qu'elles étaient victimes jusqu'à une période récente et n'ont jamais su pourquoi elles avaient été victimes. Et justement, ce crime a été commis au nom de l'idéologie. C'est Rousseau. Si le peuple pense mal, il faut changer le peuple. Et on considère que le peuple de Vendée pense mal. Comme il refuse de se faire régénérer, eh bien, on décide de l'éliminer. No właśnie, panie profesorze, pokazuje pan tą ideologię oświeceniową jako winną, jako sprawcę tych okropnych mordów. Tak samo jak ideologia komunistyczna stała się podstawą do zbrodni leninizmu, stalinizmu czy innych reżimów komunistycznych w innych krajach. Ale panie profesorze, mam pytanie dotyczące nie tylko już wzorowania się tych bardziej współczesnych nam zbrodni XX wieku na rewolucji francuskiej, ale także wspólnej istoty tych zbrodni. Pan ujął to w taki sposób, chyba przełomowy, nazywając właśnie zbrodnie na Wandei ludobójstwem. Il n'y a aucune différence fondamentale entre le jacobinisme et le communisme. Sinon, de la finalité. On veut éliminer l'autre pour ce qu'il est. La Révolution française veut éliminer l'autre, c'est-à-dire l'ordre chrétien. Les communistes veulent éliminer l'autre au nom de la classe. Donc c'est la finalité qui change. Mais la philosophie est la même, c'est l'élimination de l'autre, non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. On veut créer l'homme nouveau, l'homme coupé de ses racines. Et c'est vrai que c'est la Révolution française qui va donner le contenu que l'on connaît au mot révolution, qui à partir de 1793 veut dire rupture. Rupture définitive par rapport à l'homme ancien que l'on a déraciné et qu'on a régénéré, y compris par le meurtre, pour créer l'homme nouveau tel que l'on voit l'homme nouveau. La Révolution française, c'est l'homme nouveau sans Dieu. La Révolution soviétique, c'est l'homme nouveau sans classe et bien entendu sans Dieu. C'est une évolution. Donc la philosophie de fond est exactement la même, mais nous la retrouvons aussi chez Hitler. C'est au nom de lui de la race supérieure unique. Donc pour les soviétiques, c'est l'homo soviéticus. Bien. Mais c'est exactement
la même finalité, c'est la cible qui change. C'est tout, c'est ça la différence. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'au-delà de la philosophie des choses, c'est que tous ces régimes se sont posés les mêmes questions, c'est-à-dire comment éliminer l'autre vu comme indésirable. Il y a une différence de fond entre la terreur réalisée par la Révolution française et la terreur réalisée par le système soviétique. Parce que quand on soulève cette question de l'élimination de masse sous la Révolution française, c'est la première fois qu'on soulève cette question. Ça ne serait jamais venu à l'idée d'un roi auparavant parce que c'était impossible. Et là, évidemment, comme on n'a pas de modèle antérieur, tout est à inventer. Et c'est pour ça que l'on balbutie, d'autant plus qu'on se rend compte que ceux qu'on veut éliminer refusent de se laisser faire et en plus se défendent. Donc on va tâtonner et puis on n'a évidemment pas les moyens industriels adéquats. Avec Lénine, la situation a évolué. Il connaît bien la Vendée, il y a séjourné. Il connaît bien aussi le résultat de la Vendée, comme le disait Burke dans son livre en 1790, et ça s'est révélé exact, c'est que comme on veut couper le peuple de son élite, eh bien à partir d'un moment donné, il y a un coup d'État au sein de cette élite qui donne une dictature. Donc on parle de révolution confisquée. Et Lénine, comme Staline, ne veulent pas cela. Et c'est pour ça qu'ils vont éliminer l'élite et tout l'encadrement militaire pour mettre à terme, pour réaliser définitivement la révolution de la classe supérieure, de l'homo soviéticus. Bien. Mais Hitler, c'est exactement la même chose, etc. C'est toujours les mêmes moyens avec la même finalité. Donc Lénine, lui, il a un avantage sur les révolutionnaires français, c'est qu'il y a une expérience positive par rapport à son idéal, c'est-à-dire l'élimination, et une expérience négative, c'est-à-dire qu'il faut se méfier du traître qui peut s'approprier la révolution. Donc c'est pour ça que lui, il va arriver à la phase 2 du système mortifère, et on peut parler d'industrialisation de mort par Lénine, qui va être amplifié par Staline, et puis après amplifié par Hitler, etc., etc. Et après, tout se joue, évidemment, dans les mécaniques, dans les lieux, mais c'est exactement les mêmes mots, déportation, camp d'extermination, les mêmes moyens, le feu, la balle, la guillotine. Même Hitler va utiliser la guillotine, comment dire, les camps de concentration. On croit toujours que les premiers camps de concentration ont été créés par Lénine. Non, on a des exemples de camps de concentration en Vendée. Par exemple, l'île de Noirmoutier a eu un lieu de concentration. Dans mon village, il y a eu un petit lieu de concentration qui était la Dimerie du village, qui existe toujours. On a enfermé les gens au sein de 4 murs et puis après, de là, on les emmenait à la mort. C'est exactement la même chose, c'est simplement la taille qui change. Użycie samego terminu ludobójstwo wiąże się z pewnymi konkretnymi konsekwencjami. To są konsekwencje historyczne, moralne, ale także prawne. Więc oczywiście rozumiemy, jeżeli to dotyczy tych świeżych reżimów, których funkcjonariusze, można powiedzieć, tych zbrodniczych państw totalitarnych dalej żyją współcześnie. Ale przecież, jeżeli mówimy o rewolucji francuskiej, mówimy o zbrodniach sprzed 200 lat. Dlaczego pańskie ustalenia, pańskie prace wzbudzają dzisiaj tak wielką furię, takie emocje, takie ataki? C'est le mot qui fait l'acte. Si on n'a pas de mots, on ne peut pas identifier l'acte,
et bien entendu, on ne peut pas le sanctionner. Et si on ne peut pas le sanctionner, on peut le manipuler par la suite. Lorsqu'on a commis ce crime, pour reprendre l'expression contemporaine, ce crime contre l'humanité, contre les Vendéens, un certain nombre de généraux, je pense au général Danican, de journalistes, de contemporains comme Gracchus Babeuf, le père du communisme, ont été scandalisés que le peuple souverain, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, la Convention, vote et mette en œuvre un plan d'extermination et d'anéantissement. C'est une première, je le répète. Et donc on n'a pas de mots. Et un homme comme Gracchus Babeuf, qui est contre ce système d'extermination, il cherche en vain le mot. Et comme il ne le trouve pas, il va créer ce néologisme de populicide. Comme l'État français a nié l'acte, il n'a pas bien entendu repris le mot. Et le mot est tombé dans les oubliettes. Lorsqu'on analyse l'histoire du XXe siècle, le problème du mot a été un problème majeur pour les témoins oculaires de ces grands massacres. Je pense par exemple au consul Davis face au génocide des Arméniens commis par les Turcs. Il cherche désespérément un mot. Lui-même parle de crime contre l'humanité. Mais il ne va pas avoir l'intelligence de reprendre, parce qu'il ne connaît pas, mais de créer un mot. Donc, ce crime ne sera reconnu que grâce au concept de génocide quelques 80 ans plus tard. À partir des années 30, un juif polonais qui s'appelle Raphaël Lemkin constate les crimes de même nature commis par Lénine et Staline. Lui-même se pose la question du verbe et il cherche désespérément un mot qui corresponde à la nature du crime, à ce crime contre l'humanité. Il ne trouve pas de mot. Et lorsque le nazisme met en œuvre ces génocides, il essaie de les dénoncer comme il peut, mais comme il ne trouve pas de mots, ça reste de vagues formules, ce qui explique d'ailleurs que les grands leaders qui gèrent à l'époque les grands pays, je pense à Churchill, je pense à Staline, je pense à De Gaulle, mais aussi le pape Pie XII, eh bien, ils connaissent bien les crimes commis par les nazis, mais ils sont incapables de les dénoncer par un mot précis parce qu'ils n'ont pas ce mot. Et Raphaël Lemkin, faute de mots, va se sentir l'obligation d'en créer un en 1943. C'est le mot génocide. Au-delà de la création du mot, son génie va faire qu'il va l'imposer au moment des jugements des dignitaires nazis. Non seulement il va l'imposer, mais il va le faire définir et il va le faire reconnaître et bien entendu partager. Et on a donné un contenu à ce crime de génocide. En fait, il y a 3 crimes de génocide. Vous avez la conception, vous avez la réalisation, partielle ou totale, de l'extermination, et vous avez la complicité dans la conception ou la réalisation. 3 crimes de génocide. Un suffit pour que ce soit un crime de génocide. Dans l'extermination partielle ou totale d'un groupe humain de type ethnique ou racial ou politique ou religieux. Ce mot créé en 1943, légiféré en 1945-1947, a 2 caractéristiques. Il est imprescriptible et donc rétroactif. C'est au nom de cette imprescriptibilité et de cette rétroactivité que le tribunal de Nuremberg va pouvoir sanctionner les crimes commis par les nazis dans le cadre du génocide. C'est au nom de cette imprescriptibilité
et donc de cette rétroactivité, que l'on va pouvoir juger, quelques 80 années après, le crime des Turcs commis vis-à-vis des Arméniens. Ce qui est vrai pour les génocides commis par les nazis, ce qui est vrai par les génocides commis par les Turcs, l'est aussi pour la Vendée. Alors on peut se poser la question, est-ce que oui ou non il y a eu conception? Les lois suffisent, oui. Est-ce qu'il y a eu réalisation? Oui, évidemment, partielle en tout cas. Complicité tant dans la conception que la réalisation? Oui. En fait, il y a 3 crimes de génocide en Vendée. Est-ce que les Vendéens constituent un groupe humain? Oui, bien évidemment. De type ethnique? Non. De type racial? Non. Mais de type religieux et politique? Bien évidemment. Donc, c'est le bon mot. Et c'est le mot imparable. Il reste le problème de la manipulation de la mémoire. Là, on n'a pas le mot. C'est-à-dire, moi qui prends conscience de ce crime de génocide commis à l'encontre de la mémoire, je ne trouve pas de mot. Donc je cherche désespérément dans les vocabulaires des pays voisins, je n'en trouve pas non plus parce qu'on n'a pas la conscience. D'où la création du mot mémoricide, auquel j'ai donné une définition extrêmement précise. Et donc, la Vendée, en fait, c'est un double laboratoire. C'est un laboratoire de génocide, mais c'est aussi un laboratoire de mémoricide. Quand Solzhenitsyn, Alexandre Solzhenitsyn, vient en Vendée pour le bicentenaire, il explique, avec ses mots russes, parfaitement la différence fondamentale qu'il y a entre le jacobinisme français et le léninisme, stalinisme, etc. La grande différence, ce n'est pas dans la nature du système, ce n'est pas dans le fonctionnement du système, ce n'est pas dans la mise en œuvre des génocides du système, c'est le coup d'État contre Robespierre. Et en fait, la Russie a pu mettre en œuvre toute sa politique d'élimination comme elle l'a mise en œuvre uniquement parce qu'il n'y a pas eu un thermidor en Russie. Il y aurait eu un coup d'État contre Lénine, le régime léninien se serait arrêté très tôt. C'est parce qu'il n'y a pas eu ce coup d'État, eh bien, que cela a perduré avec toutes les conséquences que l'on connaît. Panie profesorze, czy ta reakcja współczesna na pańskie ustalenia wiąże się z tym, że istnieje właśnie to pewne podobieństwo z tą zbrodnią nie tylko ludobójstwa, ale także przemilczenia, zniszczenia pamięci, zakłamania pamięci. To podobieństwo pomiędzy właśnie systemem komunistycznym, tak jak to w Polsce doświadczyliśmy na przykładzie przywołanym przez pana profesora, na przykładzie Katynia, a Wandeą. Czy w związku z tym jest tak, że pańskie ustalenia, że przywołanie tej prawdy o ludobójstwie w Wandei uderza we współczesne elity francuskie w dalszym ciągu, 200 lat po rewolucji francuskiej, choć wydaje się to nieprawdopodobne, że one w dalszym ciągu są zbudowane, ten system polityczny jest w dalszym ciągu oparty na ideologii rewolucji francuskiej. Vous avez connu une affaire similaire de mémoricide avec l'affaire de Katyn. D'ailleurs, je tiens à préciser que jusqu'à une période assez récente en France, les livres scolaires imposaient encore l'idée que c'était les nazis qui étaient à l'origine de Katyn. Vous avez eu un grand réalisateur qui s'appelle Vajda, qui a fait un film sur Katyn, qui a été boycotté en France parce que ça dérangeait justement l'élite pro-soviétique ou imbibée d'idées socialistes. Le problème de fond est le suivant. C'est-à-dire que c'est un problème d'héritage. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les hommes politiques en France, qu'ils soient
à gauche ou qu'ils soient à droite, mais évidemment beaucoup plus les hommes de gauche, sont imbibés des idées révolutionnaires, et notamment de cette idée de créer l'homme nouveau, y compris maintenant, lorsque nous voyons un ministre de l'Éducation nationale comme Payon qui parle de régénération et qu'il faut arracher l'enfant à ses parents, etc., pour mieux le manipuler, pour mieux le régénérer. C'est l'histoire, par exemple, de l'identification des sexes, etc., etc. C'est ça le problème, c'est déraciner l'enfant. Lorsque on dénonce ce crime de manière extrêmement précise, méticuleuse, on le livre au scalpel. Reconnaître ce qu'ont fait leurs référents, c'est se déjuger. Donc, on est dans l'ordre de l'inacceptable, parce qu'on remet en question ce que j'appelle le mensonge d'État au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Donc, il y a deux solutions. Soit on n'en parle pas, soit on le nie en trouvant X ou Y prétexte pour condamner celui qui l'a dévoilé. Il y a en la matière un double scandale. Il y a le fait lui-même, mais il y a aussi le fait que pendant 220 ans, on n'ait pas connu l'histoire, et bien entendu qu'on l'ait niée une fois qu'elle a été dévoilée. Alors, est-ce que c'est nécessaire de raconter ce genre d'histoire, quels que soient les intérêts ou les enjeux? Pour ma part, je vais répondre oui, et ce pour deux raisons. La première raison, elle est évidente, au nom de la justice. C'est-à-dire qu'il faut bien dire au bourreau qu'il est bourreau et à la victime qu'elle est victime, puisque le bourreau va culpabiliser la victime qui elle-même, parce qu'elle est faible, va accepter la culpabilisation avec tout ce que cela peut générer au niveau individuel, mais aussi au niveau du groupe, y compris, et je dirais même surtout, au bout de 220 ans. Parce que ça laisse des traces, ça laisse des cicatrices inguérissables. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est pour dire au bourreau, quel qu'il soit, quoi qu'il ait fait, quel que soit l'endroit qu'il a fait, qu'on le rattrapera toujours et qu'on l'identifiera comme tel avec toutes les conséquences que cela veut dire. Je prends un exemple. Le criminel Robespierre, ou Carnot, ou Barrère, membres du comité de salut public, leurs gendarmes, comme Turreau, etc., qui ont le droit à tous les honneurs à l'heure actuelle de la nation, il faut les identifier comme bourreaux afin de leur retirer les honneurs auxquels ils ont eu droit, comme par exemple les noms de rue. Mais vous avez le même problème ici, en Pologne, où des anciens tortionnaires, des anciens généraux de l'armée soviétique ont le droit à leur nom de rue, etc., etc. Bien. Et de les mettre à leur juste place, c'est-à-dire à les faire condamner, à les faire reconnaître, à les faire identifier comme bourreaux. Et ça, c'est un devoir d'État. Donc il y a une erreur de la part de l'État en place. Je la comprends, je comprends pourquoi il fait ça. Évidemment, il n'a pas envie qu'on lui scie les assises sur lesquelles il est assis. Donc il arrive à l'absurde. Et l'absurde, eh bien, c'est de supprimer l'histoire de l'enseignement, ou d'arracher ce qu'on appelle la méthode globale en histoire, arracher la chronologie en histoire pour empêcher que les gens entrent dans l'histoire, où on va lui retirer son identité à l'histoire. En France, sous le président Sarkozy, il y avait eu tout un débat sur la notion d'identité. Qu'est-ce que c'est l'identité? À quoi cela sert-il? Et la réponse, pour moi, elle est très simple. L'identité, c'est savoir d'où on vient,
savoir qui on est maintenant et savoir où on veut aller ensemble. Si on n'a pas de passé, on ne peut pas assumer le présent et on ne peut pas se projeter dans l'avenir. Un peuple sans passé ne peut pas avoir d'avenir. Mais faut-il encore que ce passé soit juste et vrai? Parce que le passé injuste et le passé faussé ou faux ne peut pas entraîner la tranquillité à l'instant T et ne peut pas entraîner la projection dans le futur. Dans un futur commun, partagé. Donc c'est pour ça qu'il faut dire la vérité pour apaiser. Je prends la situation en France par rapport à la Révolution française, par rapport à la terreur. C'est parce que les différents régimes ont menti sur la nature même de la Révolution qu'il y a une cristallisation au sein de deux groupes, ceux qui sont pour les actes et pour le mensonge, et ceux qui sont contre parce qu'ils ont subi à la fois les faits et bien entendu le mensonge. Et si on dit la vérité, eh bien ça permet de retrouver cette unité perdue depuis 1793. Et c'est pour ça c'est si important de réparer cette histoire, les cicatrices de l'histoire en disant la vérité, parce que grâce à cette cicatrisation, on peut se projeter ensemble dans le futur.